Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, crise des déchets. Akram Shehayev multiplie les contacts afin de trouver une issue à la crise qui dure depuis plus de 3 mois. Une nouvelle réunion à Vienne pour tenter de trouver une issue de crise au dossier syrien. En Syrie, justement, où un raid des forces du régime sur un marché Douma a fait au moins 40 morts ce vendredi. La guerre en Syrie qui a pour conséquence le drame des migrants, notamment en Europe. Encore un naufrage entre la Grèce et la Turquie. Au moins 22 personnes sont mortes, dont 13 enfants. Et 5 jours après le séisme qui a fait près de 400 morts en Afghanistan et au Pakistan, l'aide ne parvient toujours pas dans les zones les plus reculées. Crise des déchets, Akram Shehayev multiplie les contacts afin de trouver une issue à la crise qui dure depuis plus de 3 mois. Dans des déclarations à la télévision, le ministre de l'Agriculture a laissé entendre qu'un second site pour accueillir une décharge pourrait être fixé dès aujourd'hui et qu'une séance du Conseil des ministres serait convoquée dans les prochaines heures. La mise en application du plan national de gestion des déchets attend toujours la désignation d'un site de décharge dans la Bekaa ou au sud Liban. 100 000 tonnes de déchets demeurent toujours empilées dans les rues. De 10 à 12 000 tonnes ont été incinérées à l'air libre et quelques 100 000 tonnes ont été enfouies dans de diverses régions du pays, selon Akram Shehayev. Dans le reste de l'actualité, bain de sang sur un marché de Syrie. Ce vendredi matin, 40 personnes au moins ont été tuées par des tirs d'obus et de roquettes. Une centaine d'autres ont été blessées selon les chiffres de l'organisation de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et le bilan pourrait s'alors dire en cause les forces du régime qui ont tiré plus de 12 roquettes tôt ce matin sur ce marché de Douma, un fief rebelle situé à l'est de Damas. Douma, ville martyre, l'une des plus meurtries. La ville assiégée depuis près de 2 ans et régulièrement la cible des raids aériens des forces de Bachar el-Assad. Une nouvelle réunion à Vienne pour tenter de trouver une sortie de crise au dossier syrien. La rencontre qu'accueille la capitale autrichienne ce vendredi est inédite avec la participation des chefs des diplomaties de Russie, des États-Unis, de Turquie, d'États européens et arabes, dont l'Arabie saoudite et surtout de l'Iran. Des propositions sont déjà sur la table. Ludovic de Foucault. Des avions de chasse russes décollent de la base militaire de Latakié, en Syrie, le fief de la famille Assad. Depuis 1 mois, les Russes larguent des bombes sur le pays. Ils disent cibler le groupe État islamique et d'autres groupes terroristes à la demande de Damas. Jusqu'à maintenant, les Russes ont effectué plus de 1200 frappes en Syrie, en touchant plus de 1000 positions terroristes, ce qui signifie qu'entre 30 et 40% de leurs installations ont été détruites. Toute la question est de savoir qui sont ces terroristes. Pour les Américains et leurs alliés, les frappes russes servent avant tout à aider le régime syrien en s'attaquant à tous ceux qui y sont opposés, sur le terrain, y compris les rebelles modérés. Sur cette carte qui détaille les frappes lors de la première semaine de la campagne, il apparaît clairement que ce sont les régions tenues par l'opposition, en particulier à Hama, Idlib et Alep, que les bombardements sont les plus intenses. À Damas, le gouvernement syrien se réjouit. Pour lui, cette stratégie paye. Les rebelles commencent à comprendre que seule une résolution politique peut ouvrir la voie à la paix. Et au moment où je vous parle, nous avons déjà reçu des demandes de la part de groupes rebelles qui prennent part à des opérations militaires pour ouvrir le dialogue. Obliger les rebelles à s'asseoir à la table des négociations, c'est donc officiellement ce que recherche le régime syrien. Et sur le terrain, l'appui de l'aviation russe permet surtout à l'armée syrienne de relancer des offensives, mais aucun progrès significatif n'a été fait, ce qui aurait le don d'agacer Moscou qui pourrait en tirer des leçons à Vienne. La guerre en Syrie qui a pour conséquence le drame des migrants, notamment en Europe. Encore un naufrage entre la Grèce et la Turquie. Au moins 22 personnes sont mortes, dont 13 enfants. Cette nuit, un autre naufrage a fait au moins 17 morts au large de l'île de Kalymnos, en mer Égée. Ils étaient partis de Turquie. Les traversées deviennent de plus en plus risquées à l'approche de l'hiver. Sophie Guignon nous en dit plus. À peine sur le sol grec, cette famille contacte ses proches, soulagée d'être sur la terre ferme à Lesbos. Au cours des dernières 48 heures, plusieurs embarcations ont fait naufrage en mer Égée. Des dizaines de migrants sont morts, dont des enfants. Il n'y a pas encore de bilan définitif. Près de 400 personnes ont pu être sauvées. Toutes sont en état de choc. Avec l'arrivée de l'hiver, l'afflux de migrants s'accélère. L'ONU craint une détérioration des conditions météorologiques
ce qui pourrait rendre encore plus précaires et dangereuses les traversées. Pour le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, une solution pourrait permettre de limiter ces tragédies devenues quotidiennes. Nous recommandons aux gouvernements européens d'essayer d'empêcher ces personnes d'emprunter des routes illégales en ouvrant davantage de voies légales de migration avec des visas de travail ou d'étudiants ou d'autres types de visas flexibles pour savoir qui vient sur le territoire et pour avoir un meilleur contrôle. Depuis le début de l'année, 560 000 migrants sont arrivés en Grèce par la mer, sur les 700 000 qui ont gagné l'Europe via la Méditerranée. 3 200 personnes ont perdu la vie pendant ces traversées. Retour sur le plateau de l'info, 5 jours après le séisme qui a fait près de 400 morts en Afghanistan et au Pakistan. L'aide ne parvient toujours pas dans les zones les plus reculées. Au Pakistan, de très nombreuses habitations ont été détruites. Des familles entières dorment dans les ruines alors que les températures baissent chaque jour un peu plus et que les premières neiges sont attendues d'ici 2 semaines seulement. Sophie Guignon. Au milieu des décombres, ces familles vivent dehors. Ici, dans la région de Chitral, les températures descendent en dessous de 0 degré la nuit. Cette zone située à 3000 mètres d'altitude est l'une des plus touchées par le séisme. L'urgence pour les habitants, trouver une solution avant le début de l'hiver, alors que les premières neiges arrivent. On a échappé à la mort pendant ce séisme. Les enfants ont survécu, mais je le dis devant Dieu, après le 15 novembre, lorsqu'il va commencer à neiger, personne ne survivra. Les sinistrés n'ont ni eau potable, ni électricité. Seulement 50 tentes pour au moins 150 familles. J'ai reçu 1 kilo de farine du gouvernement local. Et quand je suis rentré chez moi pour cuisiner, on n'avait pas d'eau, rien pour cuisiner. Mes enfants se sont endormis en pleurant de faim. L'aide arrive au compte-gouttes. La région de Chitral a déjà fait face à des inondations dévastatrices il y a 3 mois. Les stocks d'aide d'urgence sont au plus bas. Le gouvernement affirme avoir accédé à la plupart des zones sinistrées. Pourtant ici, à Shangla, une autre région du nord du Pakistan, les secours ne sont toujours pas arrivés, 5 jours après le séisme. Mes 3 enfants ont été blessés quand ma maison s'est écroulée. Personne n'est venu nous aider. Pour le moment, on n'a pas de tente, on n'a rien à manger. Autre crainte des Pakistanais, des effondrements ou des glissements de terrain. Depuis le séisme de lundi, des fissures sont apparues sur les flancs des montagnes. Tout de suite, notre rendez-vous littéraire. Le psychiatre Gérard Salem est l'invité de Philippine de Clermont-Tonnerre. Il nous parle de son premier roman, Marre de café. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Merci à vous. Votre livre Marre de café est paru le mois dernier aux éditions de l'Âge d'Homme. Il s'agit de votre premier roman, mais pas de votre première publication. Vous êtes l'auteur de nombreux articles et ouvrages sur la psychanalyse. On vous connaît en effet surtout comme psychiatre et parmi les pionniers de la technique de l'hypnose, mais aussi de la thérapie familiale. Alors la famille, c'est votre domaine de prédilection, un thème que vous abordez très largement dans ce livre, puisqu'il s'agit de votre autobiographie. Cette fois-ci, c'est votre propre histoire que vous disséquez? C'est ce que l'on pourrait dire, mais je ne sais pas si vous partagez mon point de vue que toute autobiographie est une fiction en elle-même. Mais il est vrai que ma famille m'a largement inspiré, puisqu'il s'agit d'une saga familiale sur 4 générations. Le livre est un roman, mais structuré sous forme de 27 nouvelles. Formule un peu originale qui n'existait pas à ma connaissance. Et où il s'agit d'une sorte de kaléidoscope narratif, si vous voulez. Plusieurs personnes sont les narrateurs de cette histoire. Les points de vue changent et les époques changent. Alors, ce premier roman est-il, Gérard Salem, d'une certaine manière, l'aboutissement de toutes ces années de recherche sur la famille? Non, je ne peux pas parler d'un aboutissement, loin de là. Je n'ai pas du tout cette prétention-là. Et puis je ne vois pas ce que signifierait un aboutissement. Mais il est vrai que je dirais que peut-être ce que j'ai appris auprès des familles que j'ai soignées et ce que j'ai appris en enseignant la thérapie familiale m'a éclairé aussi sur ma famille et mon histoire et a dû profiter un peu à ce livre et m'aider à décrire les choses du point de vue de l'attachement, du point de vue de la loyauté, du point de vue de l'appartenance et de la provenance. Ce sont des choses qui
qui ont certainement contaminé ce livre et joué un rôle dans ma motivation à l'écrire. Ce point de vue-là m'a éclairé, m'a aidé à me libérer peut-être de quelque chose ou à célébrer quelque chose de très important qui a pu prendre la forme d'un hommage à ma famille. Car je reste profondément attaché à ma famille, à mon histoire et à la famille en général. Une chose qui me réjouit beaucoup, c'est de constater à quel point la famille reste vivace ici et les liens familiaux sont encore très vivaces. Alors vous vivez à Lausanne, en Suisse, justement, la famille en Europe, quelles sont vos observations? On a perdu le lien familial? Je pense que les cultures européennes et occidentales au sens large connaissent une évolution vers une forme d'égocentrisme. Ce sont des cultures égocentrées qui célèbrent davantage l'individu, désaliéné, libéré de ses liens, enfin accompli dans son épanouissement personnel au détriment de ses liens. Et les gens en souffrent en réalité. Ici au Liban, je suis frappé de voir que ces attaches restent très vivantes, sont toujours respectées, comptent dans la vie des gens et je m'en réjouis beaucoup. Et c'est un peu ce que je célèbre dans ce roman aussi. Alors justement, pour revenir à votre roman, il s'organise donc en 27 nouvelles et chaque partie porte le nom d'une étape de ce rituel oriental de la lecture du marc de café. C'est d'ailleurs le titre du livre. Pourquoi avoir choisi ce titre et avoir organisé le roman avec tous ces clins d'œil à ce rituel oriental? Parce qu'il y a un aspect visionnaire, un aspect qui projette une vision vers le futur de cette famille, de 1915 à 2015, et en même temps une vision vers le passé qui retourne sur les traces à la recherche des sources et de l'histoire. C'est l'histoire d'une famille d'Assyro-Chaldéens qui ont connu les massacres qu'ont connus les Arméniens, qui ont connu l'émigration forcée, qui ont connu l'espoir de refonder un foyer et la famille ailleurs, et qui ont insufflé ce patrimoine à leurs descendants. Si vous voulez, je peux vous lire le début de ce livre. Avec plaisir. Qui met en scène le rituel du marc de café. On vous écoute. Merci. La phrase magique. Tante Margot n'est pas ma tante, mais tout le monde l'appelle tante. Elle n'est pas vraiment de ma famille, mais elle en fait partie, c'est comme ça. Elle vient à la maison presque tous les jours. Elle s'installe au balcon pour deviser avec ma mère, tout en suivant d'un œil distrait le va-et-vient sur l'avenue Roosevelt. Ma mère prépare le café turc, puis tante Margot prononce l'oracle. Lire l'avenir dans le marc de café, c'est sa spécialité. Tout le monde la sollicite, ma famille, nos amis, nos voisins, mais c'est le plus souvent pour ma mère et pour elle-même qu'elle fait ses prédictions. Gérard Salem, merci pour cette introduction de votre livre qui d'ailleurs, notons-le pour les téléspectateurs, la page principale qui présente les bains militaires de Beyrouth, c'est ça? Le bain militaire de Beyrouth. Et pourquoi vous avez choisi cette couverture? Parce qu'une des scènes, une des nouvelles de ce livre se passe au bain militaire quand le protagoniste principal, qui est un petit enfant de 9 ans, apprend à nager pour la première fois avec son oncle qui le précipite à l'eau pour lui apprendre à nager. Gérard Salem, vous étiez au Salon du Livre de Beyrouth pour votre premier roman, Marc de café. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. La crise des déchets à Kram Shehayeb multiplie les contacts afin de trouver une issue à la crise qui dure depuis plus de 3 mois. Une nouvelle réunion à Vienne pour tenter de trouver une sortie de crise au dossier syrien. En Syrie, justement, où un raid des forces du régime sur un marché de Douma a fait au moins 40 morts. Et la guerre en Syrie qui a pour conséquence le drame des migrants, notamment en Europe. Encore un naufrage entre la Grèce et la Turquie. Au moins 22 personnes sont mortes, dont 13 enfants. 5 jours après le séisme qui a fait près de 400 morts en Afghanistan et au Pakistan, l'aide ne parvient toujours pas dans les zones les plus reculées. Merci de votre attention, très bonne suite de programmes sur notre antenne et bon début de week-end. Vous retrouverez Philippine de Clermont-Tonnerre à la barre des prochains JT.